On écoute tous forcément un rappeur qui parle de drogue dans ses sons, mais est-ce par image de consommation ou de revente? De l'arrivée de la drogue dans le hip-hop aux événements dramatiques liés à ces mêmes substances, comme par exemple avec l'affaire de Kobalade ayant impliqué la mort de son styliste, on va voir aujourd'hui pourquoi tous les rappeurs sont des drogués. Comment faire une vidéo sur les drogues dans le rap sans commencer par le cannabis? J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous voyez de quoi je parle, je pense que c'est déjà assez clair. On l'entend littéralement partout, chez les rappeurs mainstream comme underground, français ou encore américains, bref, cette drogue inonde le rap game. Mais quand est-ce qu'elle est apparue pour la toute première fois? L'industrie musicale n'appréciait pas ce genre de contenu auparavant, mais qu'à partir des années 80 que l'herbe a une place dans les paroles de chansons comme Planet Rock d'Africa Bambaataa et Soul Sonic Force. Bon, ça c'est pour l'arrivée de la weed dans le hip-hop, mais il y a une icône qui en parlait déjà bien avant, c'est bien sûr Bob Marley. Bon, inutile de le présenter, ni même d'en parler longtemps. En bref, l'herbe et lui, ça ne fait qu'un. Mais celui qui ramène ça au goût du rap, c'est Dr. Dre avec son album The Chronic, sorti en 1992. C'est d'ailleurs avec cet album que le terme de blunt est démocratisé. Ok, certes, Dr. Dre est l'un des premiers à en parler, mais celui qui est le plus connu en rapport avec le cannabis, c'est bien sûr Snoop Dogg. Le cannabis est devenu sa marque de fabrique. Il a même le record de celui qui roule un blunt le plus rapidement possible. De quoi en faire la vraie légende du cannabis dans le rap. L'influence du THC dans son cerveau est tellement présente qu'il crée même une fondation autour du cannabis en 2015, Casa Verde Capital. Aujourd'hui, elle compte 3 levées de fonds estimées à près de 200 millions de dollars. Alors en gros, cette fondation consiste à la recherche et au développement de cannabis pour en faire une plus grande production. Et en France, ça donne quoi? Le rap français a toujours suivi les codes du rap américain, et ce ne sera pas l'exception qui confirme la règle. La France prend elle aussi ce tournant de glorification de l'herbe, on retrouve même d'ailleurs tout un lexique pour la désigner. Un thé, un doobie, un buzz, un camas, un spliff. Bref, la liste est encore longue. On comprend alors que ce n'est plus désigné comme une drogue, quelque chose de mal vu, mais comme un style, un effet de mode. On retrouve des jeux autour de la weed comme Aïe et Fines Herbes de Calabero et Jean Jass, une émission qui consiste à faire des mini-jeux en étant défoncé. Le mec a trouvé le mélange de la banane et le chocolat et il était à jeun. Bon, jusqu'à là, je vous ai expliqué comment le cannabis est arrivé dans le rap, mais je vous ai pas expliqué pourquoi. Si on remonte à l'origine du rap, on sait que ce style est né dans les quartiers pauvres des États-Unis en baignant dans toutes sortes d'illégalités imposées par les gangs du moment. C'est donc tout naturellement que la drogue fait surface dans les sons. Les rappeurs parlent de leur quotidien de vendeurs pour sortir de la misère, le même schéma que les gangsters dans les films. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, sauf que la revente de stupéfiants n'est plus vue comme un moyen de s'en sortir, mais une façon de devenir riche. Beaucoup de rappeurs se prennent pour Tony Montana ou encore Pablo Escobar dans leurs sons, ça montre bien que la mentalité a changé. Alors pour ce qui en est de la fumette ou encore de l'alcool, on retrouve généralement des rappeurs complètement déchirés ou défoncés dans les studios de musique. Il le justifie par une hausse de créativité ou de productivité. Steve Jobs avouait que la consommation d'herbe aidait sa créativité, l'astronome Carl Sagan aussi. Sauf que le souci avec ça, c'est que c'est complètement faux. Le cannabis n'aide pas à la créativité, mais change seulement la perception du consommateur à son sujet. Ça a été prouvé dans une étude testée sur près de 200 personnes, un premier groupe de 100 personnes étant sous l'influence du THC et le second groupe n'ayant pas du tout consommé. Ils devaient trouver des usages à une brique, oui, une brique rouge de maison comme celle-ci. Résultat, le premier groupe de 100 personnes défoncées était simplement plus enjoué de leurs trouvailles, mais aucune différence avec les solutions du second groupe. Si je parle de ça, c'est parce qu'en réalité, les rappeurs qui justifient leur créativité par la weed sont en réalité juste des gens addicts et qui trouvent des excuses. Mais certains assument pleinement que ce n'est qu'une addiction qui les aide même pas à écrire d'ailleurs. Je crée déjà sans substance. Ok. J'arrive pas à créer sous substance. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc c'est pour d'autres choses, c'est pas pour la création. C'est uniquement récréatif. Quand j'ai fini de travailler, et ben là je suis sous substance. Je peux répéter ce que j'ai écrit, mais quand je l'écris, je ne peux pas être sous substance. Les substances bloquent mon inspiration directement. Mais les vrais dégâts causés ne viennent pas directement des drogues, comme pour le Xanax par exemple. On va y venir un petit peu après. Mais simplement des comportements qui suivent la consommation. Comme je vous l'ai dit à l'intro, on a l'exemple récemment avec Kobalade. En septembre 2024, il conduit sous l'emprise de stupéfiants, chose qu'il dit avoir arrêté, et percute à grande vitesse un camion qui est à l'arrêt. Malheureusement, son styliste est décédé dans l'accident, ce qui fait qu'aujourd'hui Kobalade se retrouve avec 6 ans de prison pour homicide involontaire. Bon, en vrai, le souci du cannabis dans le rap, c'est surtout son addiction et l'image d'influence que ça peut rejeter. On a beaucoup moins de drame par rapport à cette drogue comparé aux autres qu'on va évoquer dans cette vidéo, alors que c'est la plus controversée. Par contre, une drogue de rappeur qui est assez controversée et qui peut être très dangereux pour votre santé, c'est bien sûr la ligne. Les cups roses et violets qu'on retrouve un petit peu partout, même à la cérémonie des flammes avec Zola. Bon, même si je me doute que la plupart des gens qui ont cliqué sur cette vidéo connaissent la ligne, je vais quand même vous mettre un petit peu dans le contexte. La ligne est le mélange entre la codéine et un soda, comme par exemple le Sprite. On y ajoute aussi souvent de la prométhazine. En gros, la codéine est un sirop qui calme les maux de gorge et la prométhazine soulage les symptômes du rhume et de l'asthme. Les deux mélanges font un combo assez dangereux pour la santé qui vont te faire planer à mort, mais tout ça en étant plutôt accessible au moment où la hype est arrivée. Elle a pop dans les années 90 avec le mouvement Chopped and Screwed, désolé pour mon anglais pas terrible, un style hip-hop beaucoup plus lent, plus posé, fait pour mettre en avant les effets de la ligne justement. Elle arrive plus tard dans la scène du rap avec Lil Wayne ou encore Young Thug.
So tell me you're that somebody, girl, I fuck who I want. Elle est même à la tête d'affiche de plusieurs clips, comme par exemple Gucci Gang de Lil Pump. Sa vague de hype arrive pendant l'ère de SoundCloud. Tout le monde la met en avant, mais pourquoi? C'est une drogue beaucoup plus élégante que les autres. On dit qu'elle a plus ou moins les mêmes effets que l'héroïne, sauf qu'elle est beaucoup plus cool. L'héroïne se consomme en seringue et à l'abri des regards, tandis que la ligne se boit comme n'importe quelle boisson. Elle est même devenue le concurrent direct de l'alcool chez les moins de 21 ans aux US, car aux US il est plus facile de se procurer des sirops pour la toux que de l'alcool. En France, c'est avec Freeze Corleone que le mouvement s'est fait connaître. Dans la plupart de ses textes, la Purple Drink est présente, et dans ses clips, on peut pas la louper. D'autres seront tristement connus suite à cette merde, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Juste avant, je vous ai parlé du mouvement Chopped and Screwed. Mais ça vient de qui ça? En gros, c'est DJ Screw, un DJ spécialisé dans le hip-hop, qui crée le mouvement en totale référence à la ligne à Houston. Pour faire simple, la Purple Drink donne un effet de ralenti, d'apaisement. C'est pour ça que le mouvement musical initial a pour but d'être beaucoup plus lent. Une sorte de musique version ultra slow. Israël, sur la prod qui comme Israël, Fox et Neck comme Israël. Israël, sur la prod qui comme Israël, c'est mec comme Israël. Mais en 2000, DJ Screw, le fondateur de ce mouvement, est retrouvé mort à la suite d'une overdose de codéine. Malheureusement, ce n'est pas le seul artiste qui perd la vie suite à cette merde. On a eu le cas récemment en 2022 en France avec notre très cher Louvrezval. La ligne n'est pas la raison officielle du décès de Louvrezval, mais en joue une partie. Il était asthmatique et lors d'un voyage au Canada, il tombe gravement malade. Mais sa consommation de stupéfiants n'a certainement pas aidé. La ligne était tellement présente dans la vie de Louvre qu'il en a même dédié un son. Sirop magique dans mon corps, dans l'eau pour tirer les cordes. Louvre fumait énormément et consommait de la ligne. Le souci, c'est que les deux mélangés font un combo explosif pour ses poumons, surtout pour un asthmatique. Je repasse rapidement l'histoire du décès de Louvrezval. Mais si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ferai sûrement une vidéo parler de l'histoire complète de Louvrezval. Une drogue qui n'a pas la réputation de consommation comme la ligne, c'est la cocaïne. Tout à l'heure, j'ai parlé de Tony Montana, à présent, mets les deux pieds dedans. Enfin, pas d'Anthony Montana. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter. Tout le monde sait ce que c'est que la cocaïne. Elle est hyper présente dans la culture pop, mais sa consommation dans la culture du rap est hyper mal vue. C'est pour cette raison que les premières fois on l'entend parler de coco dans les sons, c'est toujours de manière péjorative, de manière plutôt insultante. Le but recherché ici, c'est toujours des punchs qui repoussent l'image de la cocaïne. Mais les rares fois où la cocaïne est citée, c'est toujours pour un but de revente. Certains rappeurs ont même fait un perso qui tourne exclusivement autour de la cocaïne. On a le cas par exemple avec Lorenzo. Pour lui, on sait que c'est un petit peu du troll rap quand on sait que tout tourne autour de la drogue, mais que en fait c'est juste un mec qui était en bac littéraire, il me semble. Je suis en terminale littéraire et... Enfin bref, il a même renommé un son à l'hommage de son perroquet Coco. C'est l'histoire d'un oiseau qui aimait un peu trop la cocaïne. Alors il y a des rumeurs que Coco, le son qui parle de son perroquet, n'est juste une référence à un de ses amis décédé à cause de la cocaïne. Mais ça reste que des rumeurs. Je n'ai pas du tout trouvé quelque chose qui pourrait affirmer cette théorie. Souvent la C est liée à des gens qui sont issus de milieux riches. C'est pour ça que certains artistes flexent le fait de sniffer le rail. Ou d'autres qui flexent d'en vendre aux riches. Bon, pour la cocaïne, en gros, c'est hyper différent des autres drogues. On la trouve plus souvent pour la revente que pour la consommation. À part des petites histoires de garde à vue liées à des trafics de cocaïne, dans le rap, y a pas grand chose. Alors on retrouve tout de même Sadek qui fait un accident en 2023 en étant alcoolisé et positif à la cocaïne. Il a percuté une voiture avant de prendre la fuite à pied, puis de se faire retrouver par la police et de passer un petit séjour en garde à vue lui aussi. Mais c'est une affaire qui s'est arrêtée là car aucun dommage humain n'a été causé. En bref, la cocaïne n'est pas l'élément le plus présent dans le rap. Les seules fois qu'on la retrouve, c'est essentiellement des insultes pour les consommateurs. En gros, le rap a totalement renié son existence. Une drogue connue pour sa consommation par contre, c'est la MDMA. Alors elle est plus connue sous forme d'ecstasy, mais existe aussi sous forme de petits cristaux. Elle pop dans les années 2000, notamment avec Eminem, qui enregistrait les sons sous l'influence de la Molly. Beaucoup de rappeurs ricains en font même la référence, comme Kanye West ou encore Rick Ross. D'ailleurs, Molly, ça fait partie du lexique assez commun du rap. On retrouve encore une fois Lil Pump en parler et va même jusqu'à en dédier un son. En France, elle est moins bien perçue, presque au même titre que la cocaïne. Mais depuis quelques années, on a eu une revalorisation plutôt à la hausse à son sujet. Le collectif Lyonzon ou encore Jeune Lyon parlent de Molly dans leur son. Elle m'emmène dans la chambre d'amis. La MDMA est vue comme la drogue que kiffent les meufs en soirée, mais aussi comme pour toutes les drogues du rap, un moyen de se faire de l'argent. Je suis dans l'escalier,
s'inscrira en boîte de d'extasie. Bon, à part pour des profils de revente, la MDMA n'a pas vraiment causé de soucis dans le rap game. Du moins, je n'ai pas trouvé d'exemple connu aujourd'hui. Par contre, pour ce qu'il en est du Xanax, c'est sûrement la drogue la plus destructrice dans le rap game. À l'origine, le Xan est un médicament tranquillisant qui arrive dans l'ère de SoundCloud avec Lil Pump ou encore Lil Peep. Pour le cas de Lil Peep, si vous connaissez son histoire, vous savez qu'on va forcément en parler un petit peu plus tard. Un cas d'influence dans les drogues aux US, c'est Lil Pump. On le voit flex avec du Xanax, comme pas mal de rappeurs. Mais quand on sait que son nom revient pratiquement sur toutes les drogues citées ici, ça montre un vrai problème. En France, on entend parler du Xanax avec Freeze. C'est un peu le même cas que Lil Pump, on le retrouve dans toutes les drogues abordées ici, à la revente comme à la consommation. 1 an, 2 ans, je commence à marcher comme un mort vivant. On retrouve énormément le Xanax dans les sons d'emo rap, dû à son effet qui agit un petit peu comme un antidépresseur. Il aide contre les phases d'anxiété. Le souci, c'est que lorsqu'on en prend, c'est la rechute. En gros, tu le prends pour oublier la réalité. Mais lorsque ses effets diminuent, tu prends un mur de 200 km/h dans la gueule. Malheureusement, le Xanax est devenu célèbre dû aux overdoses qu'il crée. Dans le rap, celui qui est le plus connu dû à ça, c'est malheureusement Lil Peep. Pour faire simple, Lil Peep, c'est le référent de l'emo rap aux US. Il est connu pour ses textes profonds qui parlent de dépression, d'anxiété, de solitude ou encore d'amour toxique. Sauf que le 15 novembre 2017, tout va basculer. Lil Peep est retrouvé inconscient dans son bus tour alors qu'il consommait du Xanax tout en fumant de la weed. Il avait croisé des fans avec qui il s'était bien entendu. Il les invite à passer un petit moment tranquille avant son concert dans son bus. Ils consomment tous les trois des stupéfiants tout en discutant. Lorsqu'à un moment, Lil Peep s'endort face aux fans, mais ne se réveillera malheureusement jamais. Les fans pensent juste à ce moment-là qu'il voulait se reposer avant de performer sur scène. C'est un membre de son équipe qui appelle les secours lorsqu'il le trouve. En 2017, je suivais énormément l'actualité du rap US, et c'est la première disparition qui m'a véritablement affecté d'ailleurs. Mais malheureusement, la seconde fois où j'ai ressenti ça, c'est avec XXXTentacion moins d'1 an plus tard. Bon, le cas de XXXTentacion n'a rien à voir avec les drogues, il s'est simplement fait assassiner dans sa voiture en sortant d'un magasin de moto. Bon, jusqu'à là, j'ai pas parlé d'addiction comme le tabac, l'alcool ou encore d'autres drogues comme le LSD. Bon, pour l'alcool, je vous propose qu'on détaille un petit peu plus ce sujet, c'est assez pertinent, mais pour le tabac et le LSD, je trouve que leur part est assez minime dans le rap. Le LSD a beaucoup moins d'impact par rapport aux autres drogues et le tabac est juste devenu une banalité, donc je vois pas vraiment l'intérêt d'en parler. L'alcool n'est pas apparu à une date spéciale dans le rap, si ce n'est depuis littéralement toujours. Dans les années 90, Jay-Z fait énormément de références au champagne cristal, un symbole de richesse et de réussite. Mais en même temps, tu m'étonnes, quand tu vois le prix de la bouteille, t'hallucines. D'ailleurs, le co-directeur de la maison Louis Roederer, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, voit l'apparition de son pétillant un petit peu de luxe d'un mauvais œil dans le rap. Effectivement, la manière parfois dont dans certains clips vidéo, le cristal servait d'arroseur, etc. Bon, voilà, qu'en tant que vinificateur et avec les soins qu'on prenait pour faire notre champagne, ça nous, voilà, c'était pas forcément notre mode de communication. C'est pas pour autant que le rap va totalement boycotter le champagne. On a le cas d'ailleurs avec Ruinart en France. Forcément, le champagne n'est pas le seul alcool cité dans le rap. On a aussi le whisky ou encore de la vodka. Le whisky Jack Daniel est hyper représenté. SDM et PLK vont même en faire un son. Bébé, on va le faire quand j'aurai fini le Jack Fuego. On a tendance à énormément diaboliser les drogues car leurs effets sont très néfastes. Mais bizarrement, que ce soit dans la vie quotidienne ou encore dans le rap, l'alcool est vu comme quelque chose de cool. Limite, c'est toi qui es bizarre car t'as décidé d'arrêter de boire. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. L'alcool est un réel problème. On a tendance à minimiser ses excès, mais c'est une addiction qui touche énormément de monde. Malheureusement, dans le rap, on n'y échappe pas non plus. Voilà, j'ai acheté un flash de rhum et j'ai été boire dans ma cage d'escalier. J'avais 13 ans et demi. 100 personnes autour de moi, ni rien, ni influence, ni musique, ni quoi que ce soit. J'ai ressenti à ce moment-là, quand j'ai bu, d'être ailleurs. Et j'aimais bien être ailleurs. Parce que j'aimais pas où j'étais. Gizmo est pour moi la personne qui témoigne le plus des dangers de l'alcool dans le rap. Non pas parce qu'il a fait des dingueries à cause de l'alcool, mais plus parce qu'il assume d'être ce qu'il est vraiment. Il fait d'ailleurs une de ses faiblesses, son alcoolisme, une force lors de l'écriture de ses textes. Quand je suis fortement alcoolisé, je me livre plus. Et c'est pour ça que les morceaux ils sont beaucoup plus lents et les textes ils sont beaucoup plus dégagés, beaucoup plus espacés. On dit souvent que toute forme d'art n'est que le reflet de la société. Si l'on doit faire une comparaison aux drogues citées auparavant, il y a forcément une très grande part de vérité. N'importe quelle sorte de drogue trouve forcément sa place dans la société. Maintenant, toute forme d'art a aussi pour but d'influencer cette même société. Je ne dis pas que tous les fumeurs de shit le sont car ils écoutent du rap, mais souvent on peut y trouver un lien. Dans ce cas-là, le rap a le cul entre deux chaises. Il reflète les dégâts de la drogue dans la société, mais on influence une partie. Près de la moitié des clips de rap contiennent au minimum une forme d'addiction dans le visuel de ces clips. Et près de 72% des textes de rap
rap parle au moins une fois de drogue. Le souci, c'est que de base, le rap est un style fait pour être underground, ne parler qu'à ceux qui sont dans le même cas que les rappeurs. Mais avec l'essor véritable de ce genre musical, c'est parfois la mauvaise audience qui est ciblée. Donc dans ce cas-là, on n'est plus dans le reflet de la société, mais dans la pure influence. On ajoute à ça une banalisation totale de la drogue dans le rap. Les rappeurs flex avec la drogue et c'est presque devenu stylé d'en consommer. Alors en soi, pour moi, oui, le rap est vraiment devenu une influence. Regardons l'exemple de T-Max et Joz, deux rappeurs dont leur âge n'est pas connu, mais on peut facilement estimer qu'ils sont mineurs. Ils sont encore trop jeunes pour avoir réussi à bâtir un empire dans le rap pour cette sortie de la galère. Ils ont donc grandi dans un milieu plus que correct quand on voit les sapes qu'ils portent d'ailleurs. Bon, je suis pas là pour détruire un duo de jeunes rappeurs, mais regardez ce clip. Si je continue mon run à 20 ans, j'ai une SRT. Digital et ma stack sur mon wallet, j'ai du BTC. Alors outre le fait qu'il nous fasse un plan sur un gnome marchant sans but dans un couloir, ce qui me tique, c'est ça. Alors j'espère qu'il consomme pas vraiment, mais quand on voit qu'il tire à fond sur le doobie, j'ai du mal à croire que c'est faux. Bon, si je parle de ça, c'est juste parce que ça se voit que c'est des jeunes rappeurs qui sont juste fait influencer par le rap. Fumer comme un pompier ou boire de la ligne sous prétexte que c'est stylé alors que t'as même pas le bac, je trouve que c'est chaud. Mais ce qui attire le plus les gens dans les commentaires, c'est le fait qu'ils ne rappent pas du tout des choses réelles. Ils font du recyclage de street cred, sauf que quand t'as 15-16 ans, on sait que t'es pas du tout broliqué, frérot. Ici, j'aborde un vrai point important. La drogue est en réalité devenue une manière de montrer que t'es quelqu'un. Pour les rappeurs, réussir à vendre un 20 grammes de coke, c'est devenir le prochain Pablo Escobar. Et ça, c'est stylé. Non. La drogue dans le rap est de loin l'influence qui en fait tous ces textes. Elle est partout. En reprenant tout ce qu'on a dit avant, on peut affirmer que le but de rapper autour de la drogue, c'est rapper une vérité, un quotidien. Le problème, c'est que plus le temps avance, plus on se rend compte que c'est devenu un effet de style. Fumer, consommer ou encore revendre font référence aux plus grands gangsters jamais créés. Mais le vrai souci se fait lorsque l'influence dépasse les codes du rap. Des accidents mortels, des overdoses, des comportements dangereux, tout ça n'est pas tolérable dans une forme d'art. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, le rap et la musique sont les sujets principaux de cette chaîne YouTube. Si j'ai oublié de parler de certains détails ou que je me suis trompé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires tout en restant respectueux bien sûr. D'ailleurs j'ai vu vos retours sur la première vidéo que j'ai postée et franchement merci beaucoup. J'ai vu que vous avez vraiment pas mal kiffé le concept, donc dans ce cas là j'espère que cette vidéo vous a autant plu. Par ailleurs à la fin de la vidéo je dis que je vais essayer de faire une vidéo par semaine et je pense que le rythme est assez compliqué d'ailleurs. Du coup je vous propose au lieu de faire une vidéo par semaine, de faire une vidéo toutes les 2 semaines pour que chaque vidéo soit d'une qualité optimale et que je puisse m'améliorer vraiment à fond. Donc à la prochaine.